Une vieille femme aperçut une fillette inconnue en train de pleurer sur la tombe de sa fille. Lorsqu'elle s'en approcha, elle fut horrifiée par ce que l'enfant murmurait. Carmen avançait lentement dans les allées silencieuses du cimetière de Montrouge. Dans une main, elle tenait un bouquet de fleurs blanches. Dans l'autre, une photo pâlie par le temps. Arrivée devant la tombe de sa fille, Sophie, elle s'agenouilla avec difficulté, le souffle court, et déposa la photo ainsi que les fleurs sur la pierre froide et grise. Une année de plus. Ma chérie. Murmura-t-elle d'une voix tremblante, brisant le silence pesant du lieu. On dirait que c'était hier que tu riais, que tu marchais à mes côtés, pleine de vie. Comme je voudrais que les choses se soient passées autrement. Ses doigts ridés caressèrent le visage de Sophie sur la photo, comme pour la toucher une dernière fois. Chaque souvenir la transperçait, un rire, un câlin, un au revoir. Le dernier. Le plus cruel. Sophie Riva, 28 ans, était une jeune femme solaire, pétillante, pleine de projets. Graphiste talentueuse dans une agence de marketing, elle illuminait son entourage par sa créativité, son humour et son sourire qui semblaient suspendre le monde. 3 ans auparavant. Tout s'était effondré. Une nuit pluvieuse, en revenant d'un déplacement professionnel, sa voiture avait dérapé dans un virage. Elle percuta un poteau avec une violence telle que les secours mirent du temps à la reconnaître. Elle fut déclarée morte sur les lieux. À l'époque. Les conditions météorologiques difficiles avaient clos les débats. Pas d'enquête poussée. Pas de questions. Juste le vide. Immense. Dévorant. Carmen n'avait plus personne. Sophie était enfant unique. Son unique amour. Sa seule famille. Depuis ce jour, le cimetière était devenu son sanctuaire. Chaque visite lui permettait de se sentir encore un peu mère. On dit que le temps guérit. Mais je trouve que la douleur devient plus aiguë avec les années. Soupira-t-elle, les yeux embués. Dis-moi, ma fille, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que j'ai raté un signe? Carmen parlait à voix basse, mais dans son cœur, c'était un cri. Un cri de manque, de regret, d'amour blessé. Puis, soudain, un bruit. Un sanglot. Un souffle brisé dans le silence. Surprise. Carmen leva les yeux. Un peu plus loin, une petite fille, seule, agenouillée devant une tombe. Elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues sales. Maman, pourquoi es-tu morte? Je veux que tu sois là. Tu me manques tellement. Je t'aime. Carmen sentit une décharge lui traverser le corps. Elle se leva aussitôt, poussée par une inquiétude instinctive, presque maternelle. Bonjour ma chérie, tout va bien, demanda-t-elle en s'agenouillant doucement à côté de la petite. La fillette leva un visage trempé de larmes. Elle avait des boucles brunes. De grands yeux tristes. Je viens toujours ici, balbutia-t-elle. C'est la tombe de ma maman. Mais je comprends pas, c'est pas son nom qui est écrit. C'est écrit Sophie Riva. Mais elle s'appelait pas comme ça. Je suis tellement perdu. Les mots, aussi innocents que poignants, frappèrent Carmen comme un coup de poing. Elle se laissa tomber à genoux. Son regard passant de l'enfant à la pierre tombale. Un froid étrange l'envahit. Comment tu t'appelles, mon ange, demanda-t-elle d'une voix douce. Posant un bras réconfortant sur ses épaules tremblantes. Lucie. Je m'appelle Lucie Martin. Un faible sourire traversa le visage encore mouillé de la fillette. Carmen hocha la tête, résolue. Il y avait quelque chose d'étrange ici. Et Lucie, dans son innocence bouleversante, méritait de comprendre. Peut-être qu'en l'aidant, elle-même trouverait enfin une paix qu'elle n'avait jamais eue. Ma petite Lucie, parle-moi un peu de ta maman. La fillette essuya ses larmes avec le mouchoir que Carmen lui tendit. Ma maman s'appelait Anne. Anne Martin. Elle chantait tout le temps, même quand elle faisait la cuisine. Elle me racontait des histoires le soir. Puis un jour, elle est tombée malade. J'avais 5 ans. Et, on m'a dit qu'elle était morte, enterrée ici. Une voix grave les fit sursauter. Un homme s'approchait d'eux. Tout est vrai, dit-il d'un ton ému. Je suis Georges, son père. J'ai amené Lucie ici plusieurs fois. Mais, j'ai toujours été troublé par le nom sur la pierre. J'ai pensé à une erreur administrative.
Il regarda la tombe, les yeux pleins de désespoir. On ne m'a jamais remis de documents clairs. Juste des assurances verbales de l'hôpital et des pompes funèbres. Quand j'ai vu le nom Sophie Riva, je ne savais plus quoi penser. On était dans un tel état de choc que je n'ai pas posé de questions. Carmen écoutait, son cœur se serrant à chaque mot. Elle aussi connaissait cette stupeur du deuil. Ce flou dans lequel les questions restent prisonnières. Georges, dit-elle d'un ton grave. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et je vais vous aider à comprendre ce que c'est. Pas seulement pour Lucie. Pour Anne. Pour vous deux. L'homme hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. Merci, Carmen. Lucie a besoin de savoir où sa maman repose vraiment. Carmen fixa à nouveau la tombe. Un doute naissait. Pouvait-il s'agir d'un échange? D'une confusion tragique entre deux femmes? Et si Anne Martin avait été enterrée sous le nom de Sophie Riva, ou l'inverse? Nous devons consulter les registres du cimetière, dit-elle enfin. Il faut voir s'il y a eu une erreur. Ils prirent la main de Lucie et se dirigèrent ensemble vers le bureau de l'administration. Carmen, droite malgré son âge, parlait avec la voix ferme de quelqu'un qui ne laisserait pas l'injustice passer. S'il vous plaît, dit-elle à l'employé du cimetière. Nous devons consulter les registres concernant la tombe enregistrée au nom de Sophie Riva. Il se pourrait qu'il y ait une erreur. C'est important, pour cet enfant. L'homme, d'âge mûr, visiblement fatigué, haussa un sourcil mais acquiesça. C'est inhabituel, mais je vais voir ce que je peux faire. Il commença à fouiller dans les archives, consultant son ordinateur. Ouvrant des dossiers. Carmen et Lucie, main dans la main, attendirent. Le temps semblait suspendu, l'air chargé de tension et d'attente. Un mystère s'ouvrait devant elle. Et dans cette pièce poussiéreuse pleine de vieux papiers, peut-être allait-on enfin lever le voile sur une erreur insupportable. Une confusion funeste. Une vérité ensevelie. Et pour Carmen, pour Lucie, pour Georges, et pour les défunts eux-mêmes, il était temps que justice et clarté soient rendues. Carmen se tourna vers Lucie, lui offrant un sourire doux et rassurant. Elle lui prit la main. La serra tendrement et dit d'une voix ferme mais pleine de tendresse. Nous allons découvrir la vérité, ma chérie. Quoi qu'il advienne, nous affronterons tout cela ensemble. Lucie hocha la tête. Les yeux humides, trouvant dans cette promesse maternelle un fragment de réconfort au milieu de l'orage qui bousculait leur vie. Quelques minutes plus tard. L'employé du service administratif releva les yeux de son ordinateur, visiblement surpris. Il expliqua qu'une note interne mentionnait une confusion survenue il y a plusieurs années dans l'identification de certaines tombes du cimetière. Il ne pouvait pas entrer dans les détails immédiatement, mais promit d'ouvrir une enquête plus approfondie. Un étrange mélange de soulagement et d'angoisse s'empara de Carmen. « S'il vous plaît, faites-le » insista-t-elle, la voix vibrante d'émotion. « Nous avons besoin de réponses. » L'homme acquiesça, sincère. « Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. » En quittant le bureau, Carmen sentit que, pour la première fois depuis longtemps, elle se rapprochait peut-être un peu de la vérité. Une vérité douloureuse, peut-être, mais nécessaire. Car ce mystère semblait lier deux familles à travers un réseau invisible de secrets et de mensonges. Déterminée, elle décida de faire appel à un expert pour démêler cette affaire. Le lendemain, elle se rendit au cabinet du docteur Raphaël Sandoz. Un homme à l'allure calme, dont le regard sincère inspirait confiance. Lorsqu'il l'accueillit dans son bureau, elle sentit ses épaules légèrement se détendre. « Docteur Sandoz, merci de me recevoir. Je viens vous voir pour une affaire délicate et profondément personnelle, dit-elle en s'asseyant. Sa voix trahissant le poids de plusieurs mois de douleur et de doute. Le médecin acquiesça, attentif, l'invitant à continuer. Dites-moi comment je peux vous aider, Madame Thibault. Carmen prit une profonde inspiration, cherchant le courage de nommer l'impensable. Il y a une confusion autour d'une tombe, au cimetière de Montrouge. Elle est censée abriter les restes de ma fille Sophie, mais nous soupçonnons désormais qu'il pourrait s'agir d'une autre personne. Le docteur l'écoutait sans l'interrompre. Ses mains croisées devant lui. Je vois. Et en quoi puis-je vous être utile? Nous avons besoin d'un test ADN pour confirmer l'identité du corps. Je sais que ce n'est pas une requête habituelle, mais c'est vital. Pour moi. Et pour une enfant aussi,
Lucie, qui est peut-être au cœur de tout cela. Le docteur Sandoz hocha lentement la tête. Il comprenait. Il sentait le poids de la demande, la détresse dans la voix de cette mère. C'est une démarche complexe, mais pas impossible. Il faudra obtenir une autorisation légale pour procéder. Avez-vous accès aux documents nécessaires? Pas encore, répondit Carmen, mais je vais m'y atteler dès aujourd'hui. Très bien. Dès que vous aurez l'autorisation, nous lancerons la procédure. Dit-il en prenant des notes dans son carnet. Je vais tout préparer de mon côté pour que tout soit prêt sans retard. Merci, docteur. Merci infiniment. Votre aide m'apporte plus de réconfort que je ne saurais l'exprimer. Elle se leva, les yeux brillants d'émotion. Pour la première fois. Elle avait l'impression de ne plus être seule dans cette quête, et d'avoir un plan clair devant elle. Ce soir-là, Carmen était assise sur le perron de sa maison. Perdue dans la contemplation de son jardin, ce jardin qu'elle entretenait autrefois avec Sophie. Le ciel s'habillait des couleurs douces du crépuscule. Les fleurs, baignées de lumière orangée, semblaient pleurer silencieusement l'absence de celle qui les aimait tant. Dans l'attente des résultats du test, ses pensées la ramenaient à des souvenirs de sa fille. Désormais teintés d'un éclairage nouveau, presque prophétique. Un après-midi en particulier lui revint en mémoire. Sophie, penchée sur un parterre de plantes, avait dit d'une voix posée mais étrange. « Maman, il y a des choses dans ce monde qui sont nécessaires, même si elles ne paraissent pas justes. » À l'époque, Carmen n'y avait pas prêté attention. Mais à présent. Ces mots résonnaient comme un message enfoui, un avertissement voilé. « Que voulais-tu me dire, ma fille » murmura-t-elle, les yeux perdus dans les souvenirs. Un autre détail la hantait désormais. La manière dont Sophie regardait parfois au loin, fixant le vide comme si elle portait un fardeau trop lourd pour le partager. Carmen se souvint d'un dîner où elle avait perçu une tension inhabituelle chez sa fille. « Tout va bien, ma chérie » avait-elle demandé. Sophie avait souri. Mais ce sourire n'avait pas atteint ses yeux. « J'aurais dû insister » se reprocha Carmen. « J'aurais dû lui demander ce qui la rongeait au lieu de me taire. » Peu avant la disparition. Sophie recevait des appels fréquents, quittant la pièce pour parler à voix basse. Carmen, par respect, n'avait jamais posé de questions. Aujourd'hui, elle regrettait amèrement ce silence. « Qui étais-tu en train d'appeler, Sophie ? Qui t'a arraché à moi ?» murmura Carmen, la gorge nouée. Une douleur sourde la submergea, comme une brume glacée. Elle comprenait à présent que ces morceaux de souvenirs formaient un puzzle complexe dont il manquait des pièces essentielles. Quelques jours plus tard, l'appel tant redouté arriva. Les résultats ADN étaient prêts. Carmen, assise dans le cabinet du docteur Sandoz, sentait son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le bord de sa chaise. Le médecin ouvrit une enveloppe, son visage calme mais grave. « Les résultats sont arrivés » annonça-t-il d'un ton neutre. Elle déglutit avec difficulté, luttant pour rester digne. Même si l'angoisse lui cisaillait la poitrine. Les restes analysés ne correspondent pas à l'ADN de votre fille Sophie. Un vertige la saisit. La pièce sembla vaciller. Le souffle lui manqua. Et sa voix se fit presque inaudible. Non, ce n'est pas possible. Les larmes jaillirent sans retenue, brûlantes, violentes. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait enterré avec sa fille, s'effondrait d'un seul coup. Alors, qui est enterré là? Et où est ma fille? demanda-t-elle, la voix brisée, presque hurlante. Chaque mot était un coup de poignard dans sa propre chair. La fragile illusion d'un deuil paisible s'envolait. Le docteur Sandoz, le regard plein de compassion, lui tendit un mouchoir. « Je suis sincèrement désolé, Carmen. Je comprends que cette nouvelle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. » Mais Carmen redressa la tête, animée d'une flamme nouvelle. Une détermination viscérale. « Je dois savoir ce qui s'est passé. Je dois retrouver ma fille. Je vous en prie, aidez-moi. » Sa voix ne tremblait plus. Elle avait franchi le seuil du doute pour entrer dans celui de la quête. Rien ne l'arrêterait désormais. Le médecin l'observa, impressionné par cette force que seules les mères désespérées savent puiser dans la douleur. « Je vous aiderai, Carmen. Nous allons contacter les autorités, peut-être engager un détective privé. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons tout pour retrouver Sophie.
Vous avez ma parole. Carmen sortit du cabinet. L'esprit assailli par 1000 pensées contradictoires. Le choc, oui. Mais aussi la certitude que la vérité, si terrible soit-elle, devait être dévoilée. Elle n'était plus seulement une mère en deuil. Elle était une femme en marche vers la lumière. Une lumière douloureuse, certes, mais libératrice. Et désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter. Mais elle le savait au fond d'elle-même. Elle n'avait plus le choix. En levant les yeux vers le ciel nuageux, les paupières lourdes de douleur, elle murmura comme une prière que personne n'entendrait. Pour toi, Sophie, je ferai tout. Ce fut un serment, discret mais indestructible. Une promesse née d'un amour qui survivait au doute et à la peur. La lutte pour retrouver la vérité sur le destin de sa fille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Carmen se rendit dans le petit bureau du détective privé Émilien Vega. L'homme se leva dès qu'elle franchit le seuil, visiblement surpris mais cordial. « Madame Thibault. Quel plaisir de vous revoir, » dit-il en lui désignant un siège face à son bureau débordant de dossiers et de papiers. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Carmen s'assit avec lenteur, posant son sac au sol. Elle inspira profondément, comme si l'air manquait dans ses poumons. Le poids invisible mais accablant de cette quête s'était installé sur ses épaules. « Monsieur Vega, je viens vous voir pour une affaire des plus graves, » commença-t-elle d'une voix brisée, mais résolue. « J'ai découvert que les restes dans la tombe de ma fille Sophie ne sont pas les siens. » Le silence dans la pièce devint instantanément plus dense. Émilien se redressa, les sourcils froncés. « Je dois savoir où se trouve le véritable corps de ma fille, ou, s'il y a une infime chance qu'elle soit encore en vie. » Ces mots flottaient dans l'air comme une déclaration de guerre contre le mensonge. Émilien acquiesça avec gravité. Il sentait que cette affaire allait au-delà d'une simple enquête. « Avez-vous d'autres éléments » demanda-t-il en saisissant un carnet de notes. Chaque détail, même le plus infime, pourrait être crucial. Carmen hocha la tête, le regard perdu dans le passé. Après que le test ADN a confirmé que les ossements n'étaient pas ceux de Sophie, j'ai commencé à repenser à ces derniers jours. À des choses qui ne faisaient pas sens à l'époque. Des appels étranges. Des comportements inhabituels. Des silences trop lourds. Elle raconta, morceau par morceau, chaque souvenir, chaque soupçon. Sa voix tremblait par moments, mais elle poursuivait, comme poussée par une force invisible. Émilien écoutait, notant tout avec une rigueur méthodique. « Ces appels, savez-vous qui pouvait être à l'autre bout » demanda-t-il. Non. Le numéro était masqué. Mais elle semblait nerveuse, presque effrayée. J'ai cru à une dépression. Je n'ai pas insisté. Émilien prenait forme dans son esprit d'un plan d'action. Il savait par expérience que ce genre d'affaires nécessitait une course contre la montre. À la fin de leur entretien, il leva les yeux de ses notes et la regarda droit dans les yeux. Nous allons commencer par reconstituer son entourage, analyser les appels. Interroger ceux qui l'ont côtoyé dans ces dernières semaines. Je vous le promets, Carmen, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver votre fille. Vous n'êtes pas seule dans cette affaire. Carmen sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait accompagnée. Et cette présence lui redonnait le courage de continuer. Quelques jours plus tard, Émilien et Carmen étaient assis à une petite table dans un café discret. Des photos, des notes, des cartes. Tout un puzzle éparpillé devant eux. Émilien montra une photo de groupe, certaines personnes entourées en rouge. Regardez ceci. J'ai parlé à quelques anciens collègues de Sophie. Il semblerait qu'elle se soit rapprochée de gens, disons, impliqués dans des affaires troubles. Il tapota la photo. Ces individus sont bien connus des services de police. Surtout dans le milieu de la contrebande et des trafics divers. Carmen blêmit. Mon Dieu! Comment a-t-elle pu se retrouver mêlée à tout ça? Sophie n'était pas ce genre de personne. Sa voix trahissait à la fois l'incompréhension et la peur, mais dans son regard naissait aussi une détermination nouvelle. Elle devait savoir ce qui avait poussé sa fille à de tels choix. Nous reconstituons un puzzle, Carmen, dit Émilien. J'ai aussi découvert qu'elle fréquentait des lieux inhabituels. Regardez cette carte, ces endroits sont souvent liés à des réseaux illicites. Soit elle enquêtait, soit elle était piégée. Alors nous devons nous y rendre, Émilien. Nous devons parler à ceux qui l'ont croisée.
Si elle s'est aventurée dans ces milieux, quelqu'un sait forcément quelque chose. Il faut les trouver. Émilien hocha la tête, les mâchoires serrées. Très bien. Mais je vous demande de rester en sécurité. Ces endroits ne sont pas sans risque. Je suis prêt à tout. Rien ne m'empêchera de découvrir la vérité, Émilien. Même s'il me faut traverser l'enfer. Et dans sa voix, il y avait une intensité que rien ni personne n'aurait pu briser. Ils montèrent en voiture, sillonnant les quartiers reculés et délaissés autour du cimetière de Montrouge. Des zones que Carmen n'avait jamais explorées. Ces rues, murmura-t-elle, je ne savais même pas qu'elles existaient. Comment Sophie a-t-elle pu finir ici? Émilien gardait les yeux sur la route. Parfois, on est aspiré dans quelque chose qui nous dépasse, sans s'en rendre compte. Il se gara discrètement près d'un vieil entrepôt en ruine. D'après mes sources, cet endroit sert de point de rencontre. Peut-être y retrouverons-nous des traces de Sophie. Ils sortirent de la voiture, se glissant dans l'ombre. Carmen pouvait entendre son propre cœur battre dans sa poitrine. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Émilien lui fit signe de garder le silence, l'invitant à se pencher vers une fenêtre crasseuse. À l'intérieur, plusieurs silhouettes discutaient à voix basse autour d'une table. L'atmosphère était tendue, presque irréelle. Ce sont probablement certains de ses contacts, chuchota Émilien. Trop dangereux pour une confrontation directe. Je vais prendre quelques photos. Il sortit un petit appareil photo de sa veste, prit des clichés en silence, tandis que Carmen, tapie dans l'ombre, sentait la peur grandir mais ne reculait pas. Nous devons continuer. Souffla-t-elle. Même si j'ai peur. Je dois savoir. Je le dois à ma fille. Émilien l'observa, admiratif de cette force née de l'amour d'une mère. Ensemble, ils regagnèrent la voiture, déterminés à poursuivre la traque. Plus tard, seul dans son bureau, Émilien analysait les photos prises à l'entrepôt. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Il hésita, puis décrocha. Allô? La voix à l'autre bout était déformée, presque mécanique. Froidement, elle prononça. Tu t'occupes de ceux qui ne te regardent pas, abandonne cette enquête. Maintenant. Un frisson glacial remonta l'échine d'Émilien. Mais sa voix resta ferme. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous que j'arrête? Un silence tendu suivit, puis la voix revint. Plus menaçante encore. Ce n'est pas ton affaire de savoir qui nous sommes. Mais si tu continues, tu en paieras le prix. Toi. Et elle. La ligne se coupa. Émilien resta figé. Le combiné toujours à l'oreille. Son cœur battait à tout rompre. Il reposa lentement le téléphone, puis murmura. Ils essaient de nous faire peur. Mais ce qu'il ressentait, ce n'était pas seulement de la peur. C'était de la rage. Une colère froide. Et une détermination plus forte encore. Il pensa à Carmen. À sa solitude. À son courage. Non. Il n'abandonnerait pas. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Le téléphone vibra dans la poche d'Émilien. Lorsqu'il vit s'afficher un numéro masqué, une tension glacée traversa son dos. Il décrocha avec prudence, l'oreille en alerte. Une voix déformée, métallique, surgit dans le silence. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, abandonne cette enquête, maintenant. Un silence oppressant suivit. Émilien resta figé un instant, les yeux fixés sur les photos éparpillées sur son bureau, capturées à l'intérieur de l'entrepôt désaffecté. Il serra les dents. Qui êtes-vous? Pourquoi me menacer? La voix réapparut, plus froide encore. Ce n'est pas ton affaire. Mais si tu continues, les conséquences seront irréversibles. Puis la ligne se coupa. Émilien resta quelques secondes sans bouger, son cœur battant à toute allure. Mais loin de l'effrayer, cette menace fit naître en lui un feu nouveau. Quelque chose d'immense se cachait derrière cette affaire. Et ceux qui le menaçaient avaient peur que la vérité n'éclate. Il décida immédiatement de prévenir Carmen. Le téléphone sonna quelques secondes avant que la voix de Carmen ne réponde, un peu essoufflée. Carmen, j'ai reçu un appel. Ils m'ont menacé. Ils veulent qu'on arrête l'enquête. Je voulais que tu le saches. Il guettait sa réaction,
prêt à entendre un signe de peur, de recul. Mais la voix de Carmen fut plus forte que jamais. Émilien, c'est horrible. Mais nous ne pouvons pas céder. Leur peur prouve que nous approchons de la vérité. Nous devons continuer. Un silence bref, puis Émilien répondit avec gravité. Tu as raison. On ne reculera pas. Mais nous devons être prudents. Je vais renforcer nos mesures de sécurité. Ils savaient tous deux que la suite serait périlleuse, mais unis dans cette quête, rien ne les arrêterait. Le lendemain. Garés dans leur voiture non loin d'une vieille usine désaffectée à la périphérie de Montrouge, Émilien et Carmen observaient les lieux à travers des jumelles. C'était un bâtiment abandonné. Gris et silencieux, mais une rumeur persistante, interceptée par un informateur de la rue, en faisait un lieu de rendez-vous pour des affaires troubles et le nom de Sophie y avait été mentionné. C'est ici, murmura Émilien. Mon contact m'a parlé de ce lieu à plusieurs reprises. Carmen, le regard figé sur la façade décrépite, sentit une boule d'angoisse lui remonter dans la gorge. Je me souviens de ces appels étranges, ces comportements de Sophie que je ne comprenais pas à l'époque. Dit-elle doucement. Émilien, carnet à la main, notait chaque détail qu'elle livrait. Il l'interrompait parfois, posant des questions précises. Te souviens-tu de qui appelait? Avez-vous gardé des enregistrements? Son esprit s'activait, tissant déjà un plan pour remonter ses pistes. Une fois l'entretien terminé, il croisa le regard de Carmen. Nous commencerons par analyser ces appels. Puis nous parlerons aux personnes proches d'elle à cette époque. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Les yeux embués de gratitude, Carmen hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit renaître une étincelle d'espoir. Plus tard, dans un petit café discret, les deux complices étalaient photos et documents sur une table. Émilien montra une image d'un groupe de personnes, certaines étaient encerclées de rouge. Ces individus sont connus des services de police. D'anciens collègues de Sophie m'ont confié qu'elle s'était rapprochée d'eux. Carmen, effarée, examina les visages. Mon Dieu! Comment ma fille a-t-elle pu se retrouver mêlée à ces gens? Sa voix tremblait, un mélange de peur, d'incrédulité, mais aussi de détermination. Elle voulait comprendre, savoir ce qui avait poussé sa fille à emprunter cette voie. Émilien poursuivit. J'ai aussi identifié plusieurs endroits qu'elle visitait régulièrement, alors qu'ils ne figuraient pas dans ses habitudes. Certains sont liés à des trafics ou à des activités illégales. Soit elle s'y infiltrait volontairement, soit elle y a été contrainte. Carmen écoutait avec une intensité brûlante. Chaque nom, chaque lieu s'imprimait en elle comme un nouveau maillon vers la vérité. Il faut qu'on se rende sur place, déclara-t-elle d'une voix ferme. Si ces lieux nous rapprochent de Sophie. Alors allons-y. Émilien la regarda, inquiet. J'organiserai ça. Avec des précautions. Mais vous devez me promettre de rester prudente. Elle soutint son regard. Je ferai ce qu'il faut. Rien ne m'arrêtera. Je dois savoir ce qui est arrivé à ma fille. Ce regard, cette force. Émilien comprit à cet instant que Carmen n'était plus seulement une mère en quête de réponse. Elle était devenue une lionne. Les ruelles sombres de Montrouge défilaient à travers les vitres de la voiture. Carmen observait les murs décrépits, les immeubles silencieux. Les visages fermés des passants. Je n'aurais jamais cru que Sophie ait mis les pieds dans de tels endroits. Murmura-t-elle. Émilien, concentré sur la route, répondit calmement. Parfois. On est attiré dans un engrenage sans s'en rendre compte. Il gara la voiture près d'un entrepôt abandonné. On commence ici. Ce lieu serait un point de contact fréquenté par ceux qui étaient liés à Sophie. Ils descendirent, se glissant dans l'ombre. Le silence des lieux rendait chaque bruit suspect. Émilien leva un doigt pour imposer le silence. À travers une fenêtre poussiéreuse, ils aperçurent des silhouettes rassemblées autour d'une table, parlant à voix basse. On ne peut pas intervenir? C'est trop risqué, murmura-t-il. Je vais prendre des photos. Caché derrière un mur, il sortit son appareil. Carmen, le cœur battant, observait. Nous devons continuer. Je suis morte de peur. Émilien, mais je dois connaître la vérité. Sophie est ma fille. Son courage décupla celui d'Émilien. Ils regagnèrent la voiture, prêts à explorer les autres pistes.
Chaque instant les rapprochait un peu plus de la lumière. Le silence soudain, brutal, laissa Émilien figé, le téléphone encore collé à son oreille. Son cœur battait à tout rompre, martelant sa poitrine comme un avertissement. Une menace, claire et implacable, venait d'être proférée. Mais malgré la peur qui se répandait lentement dans ses veines, il savait, avec une lucidité douloureuse, qu'il était déjà trop tard pour reculer. Il pensa immédiatement à Carmen. À son courage, à sa douleur, à cette quête qui ne lui laissait aucun répit. Il ne pouvait pas l'abandonner, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé ensemble. Ils essaient de nous intimider, murmura-t-il pour lui-même, le regard fixé dans le vide. Un feu intérieur, mêlé de colère et de détermination, montait en lui. Cette tentative de menace ne prouvait qu'une chose, il touchait à quelque chose de trop grand, de trop précieux. Un secret soigneusement dissimulé, que certains étaient prêts à défendre au prix de tout. Ils avaient raison de poursuivre. Ils étaient sur la bonne voie. Sans attendre, il composa le numéro de Carmen. Quand elle décrocha, sa voix tremblante trahissait une tension contenue. Il n'eut même pas besoin de parler tout de suite, elle aussi venait de recevoir un appel. Ils m'ont appelé, Émilien. Une voix méconnaissable, grave, presque inhumaine. Ils m'ont dit d'arrêter l'enquête. Émilien ferma les yeux un instant. Il savait. Je voulais juste que tu le saches, ajouta Carmen, avec un souffle inquiet. Il écoutait attentivement, guettant le moindre signe de panique dans sa voix, prêt à intervenir, à la rassurer. À la retenir si elle décidait de renoncer. Mais ce fut tout le contraire. La voix de Carmen se raffermit avec une force inattendue, presque indignée. C'est horrible. Émilien. Mais on ne peut pas les laisser gagner. On ne peut pas se laisser intimider. Si ces gens essaient de nous effrayer, c'est que nous sommes proches, très proches de la vérité. Un frisson traversa Émilien. Sa préoccupation était réelle, palpable, mais dans sa voix résonnait aussi une résolution inébranlable. Tu as raison, Carmen. On va continuer. Avec prudence, oui. Mais on n'arrêtera pas. Ils décidèrent ensemble de renforcer leurs mesures de sécurité. Ils savaient que désormais, chaque pas les exposait davantage. Le danger était réel. Mais le besoin de vérité l'était encore plus. Rien ne nous arrêtera, Carmen. Nous découvrirons la vérité. Quoi qu'il nous en coûte. Émilien se préparait mentalement. Ce qui les attendait serait probablement encore plus sombre, plus risqué. Mais il n'était plus question de reculer. Quelques jours plus tard, Émilien et Carmen étaient garés discrètement dans une voiture, à l'orée d'une zone industrielle abandonnée, à la périphérie du cimetière de Montroche. Une vieille usine désaffectée, délabrée, se dressait devant eux, comme un vestige oublié d'un passé trouble. Voici l'endroit, murmura Émilien en fixant le bâtiment à travers ses jumelles. Mon contact m'a affirmé que ce lieu était utilisé pour des réunions illégales. Et le nom de Sophie a été mentionné plusieurs fois. À côté de lui, Carmen serrait ses mains sur ses genoux. L'anxiété lui nouait l'estomac, mais elle refusait de détourner le regard. L'espoir, fragile et douloureux, palpitait dans sa poitrine. Elles avaient besoin l'une de l'autre, elle et sa fille. Et il était temps de reconstruire, de comprendre, de guérir. Un jour, de retour chez elle, Carmen entendit le téléphone sonner. Elle hésita à répondre. Son instinct la suppliait de ne pas décrocher. Mais elle prit l'appel, la voix tendue. Allô ? Ce qu'elle entendit ensuite glaça son sang. Une voix déformée, grave et mécanique, lui adressa une menace implacable. Vous et votre détective. Vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas, arrêtez maintenant, ou les conséquences seront graves. Carmen sentit son cœur s'emballer, ses mains trembler. Elle inspira profondément, tentant de garder son calme. Je ne comprends pas. Je cherche seulement à aider ma fille. La voix reprit, plus froide encore. Écoutez bien. Ce qui se passe vous dépasse. Si vous continuez, nous ne pourrons pas garantir votre sécurité, ni celle de vos proches. Puis le silence. L'appel fut coupé, aussi brusquement qu'il avait commencé. Carmen resta figée, le téléphone encore dans la main, son corps tendu comme un fil prêt à rompre. Quand Émilien arriva chez elle un peu plus tard, elle se jeta dans ses bras, bouleversée.
On m'a menacé. Émilien, j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Peut-être devrions-nous tout arrêter. Sa voix tremblait d'une peur sincère. Mais dans le regard d'Émilien, il n'y avait ni hésitation, ni doute. Je comprends ta peur, Carmen. Elle est légitime. Mais si nous abandonnons maintenant, ces gens continueront d'agir dans l'ombre. Ils feront d'autres victimes. Il s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Nous devons être prudents, bien sûr. Mais aussi déterminés. Je suis avec toi. Et on va tout faire pour que cela se passe en sécurité. Ces mots, même s'ils ne dissipaient pas entièrement la peur, offraient à Carmen une étincelle de réconfort. Elle acquiesça. Les yeux brillants, consciente que la route serait semée d'embûches, mais que la vérité devait éclater. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café discret, à l'abri des regards. Assis dans un coin isolé, ils discutèrent des prochaines étapes. « Il faut qu'on devienne plus stratégique », dit Émilien en scrutant la pièce du regard. « Je vais contacter quelques collègues de confiance. Et je te propose d'installer un système de surveillance chez toi. » Carmen hocha lentement la tête. « Je te fais confiance, Émilien. Mais je refuse de mettre d'autres personnes en danger. C'est déjà bien assez que tu sois impliqué. » Elle parlait d'une voix grave, ses traits marqués par l'inquiétude et la fatigue. Elle pensait à sa fille, à ses proches, à tout ce qu'elle risquait. Le poids était immense. Émilien la regarda droit dans les yeux. « Je te comprends. Et je ne te laisserai jamais seule. Rien ne t'arrivera. Je te le promets. Nous allons trouver ceux qui se cachent derrière tout ça, et ils devront rendre des comptes. » Sa voix était ferme, presque solennelle. Carmen sentit quelque chose se redresser en elle, une force ancienne, née du désespoir et de l'amour. Émilien sortit alors son téléphone, composa un numéro et attendit. Lorsqu'on décrocha à l'autre bout du fil, il baissa la voix, se redressant légèrement sur sa chaise. « C'est moi. On a un problème sérieux. Écoute bien. » Il venait d'entrer dans une autre phase de l'enquête. Plus risquée. Plus secrète. Mais aussi plus nécessaire que jamais. Le combat pour la vérité, pour Sophie, pour la justice, ne faisait que commencer. Lorsqu'il raccrocha, Émilien jeta un dernier regard à Carmen. Son visage s'était adouci, bien que la tension ne l'ait pas encore complètement quitté. Il se pencha légèrement vers elle, comme pour partager un secret précieux. « Mes collègues vont commencer des rondes nocturnes près de chez toi, » lui dit-il à voix basse. « Et dès demain. Un ami spécialiste en technologie viendra installer des caméras et des alarmes autour de ta maison. » À ces mots, Carmen sentit une vague de soulagement l'envahir. Son souffle devint plus profond. Comme si l'air redevenait respirable après des jours d'oppression. « Merci, Émilien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-elle, saisissant brièvement ses mains. Un geste simple. Mais chargé de reconnaissance et d'une profonde camaraderie. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité renouvelée. Avec les nouvelles mesures de sécurité en place. Carmen et Émilien poursuivirent leur enquête, animés d'une détermination farouche. Ils n'étaient plus seuls, désormais, ils formaient une alliance soudée par la vérité et le refus de l'injustice. Après des semaines d'investigations acharnées et de nombreuses nuits sans sommeil, il parvint enfin à rassembler suffisamment de preuves pour construire un dossier accablant contre le gang impliqué dans la disparition simulée de Sophie. Des documents, des enregistrements audio et vidéo, des témoignages discrets, tous imbriqués comme les pièces d'un terrible puzzle. Et chaque pièce révélait davantage l'implication directe du réseau criminel dans cette machination sordide. Avec une grande prudence, Émilien contacta une unité spéciale de la police. Celle chargée des affaires de crimes organisés et de corruption. Une réunion fut discrètement planifiée dans un lieu sécurisé, loin des regards indiscrets et des oreilles malveillantes. Lors de cette rencontre capitale, Émilien et Carmen exposèrent tout le fruit de leur enquête. Ils présentèrent chaque élément de preuve, retraçant les connexions entre les suspects et les faits. Avec une précision méticuleuse. Les officiers furent stupéfaits par l'ampleur et la profondeur du travail accompli par ce duo improbable mais tenace. Sans tarder, les autorités mirent en place une opération coordonnée pour arrêter les membres du gang. Grâce à l'aide d'une équipe tactique d'élite.
Plusieurs perquisitions furent menées simultanément dans différentes planques de l'organisation. L'effet de surprise joua en leur faveur. Les principaux leaders furent arrêtés sans avoir le temps de fuir ni de détruire les preuves restantes. Dans les caches du gang, la police découvrit des documents compromettants. Des appareils électroniques remplis de données, et des éléments qui venaient renforcer encore davantage le dossier. La toile de mensonges tissée autour de Sophie se déchirait enfin sous la lumière crue de la vérité. Carmen était présente lorsque les arrestations furent confirmées. Elle sentit une immense vague de soulagement et de justice l'envahir. Ses jambes tremblèrent légèrement sous l'émotion, ses yeux se remplirent de larmes. Nous l'avons fait. Émilien. La justice a triomphé, dit-elle dans un souffle chargé de gratitude. Émilien, debout à ses côtés, hocha lentement la tête. Ses traits exprimaient à la fois la fatigue et la fierté. Tout cela, Carmen. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ton courage. Tu t'es battue avec une force incroyable. C'est toi qui nous as menés jusqu'ici. Quelques jours plus tard, ils assistèrent ensemble à l'ouverture du procès. Voir les criminels comparaître enfin devant la justice leur donna une satisfaction profonde, celle d'avoir rendu les rues un peu plus sûres. Et d'avoir honoré la mémoire et le combat de Sophie. Une fois la tempête passée, alors que les procédures judiciaires suivaient leur cours, Carmen, Sophie et Émilien décidèrent de célébrer leur victoire dans un petit café discret, à l'abri du tumulte. La lumière dorée de l'après-midi baignait la pièce. Et une paix nouvelle semblait les envelopper. Sophie, émue, prit les mains de Carmen et d'Émilien. Elle les regarda droit dans les yeux, avec une sincérité touchante. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez cru en moi alors que tout semblait perdu. Georges, qui les avait rejoints, hocha la tête avec émotion. Sophie, tu es une femme d'une force admirable. Te voir te battre pour ta famille, affronter le danger sans jamais fléchir, c'est un honneur de te connaître. Sophie lui sourit, touchée jusqu'au cœur. Merci Georges. Ce fut un chemin semé d'embûches. Mais grâce à vous tous, je n'ai jamais été seul. Et ça change tout. Au fil du temps, les liens entre Sophie et Georges se renforcèrent. Le respect et l'admiration mutuelle laissèrent place à quelque chose de plus tendre, de plus profond. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc aux arbres bruissants, Georges se tourna vers elle, visiblement nerveux. Sophie. Ces derniers mois, j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus pour toi. Tu es devenue essentielle dans ma vie. Sophie s'arrêta. Le regarda droit dans les yeux. Un sourire timide naquit sur ses lèvres. Moi aussi, Georges. Je ressens la même chose. Son aveu éclaira le visage de Georges. Il avait eu peur de s'ouvrir. De briser l'équilibre fragile. Mais au lieu de cela, une promesse silencieuse naissait entre eux, celle d'un avenir possible. Libérés du poids du passé, ils décidèrent ensemble de faire un pas en avant. Ils n'étaient plus des survivants isolés, mais deux cœurs ayant résisté à la tempête et trouvant désormais refuge l'un auprès de l'autre. Lucie et Carmen accueillirent cette nouvelle avec une joie sincère. Voir renaître le bonheur dans les yeux de Sophie était pour elle une source d'espoir inestimable. Un après-midi ensoleillé, Carmen, Sophie et Lucie se retrouvèrent au parc local. Ce lieu autrefois neutre, devenu témoin de leur reconstruction, était désormais un symbole de renaissance. Carmen était assise sur un banc, observant avec tendresse Sophie et Lucie jouer au ballon sur l'herbe fraîche. Lorsque Sophie revint s'asseoir près d'elle, légèrement essoufflée, elle s'exprima d'une voix douce. C'est la première fois depuis longtemps que je sens qu'on peut respirer à nouveau. Comme si le passé ne dictait plus nos pas. Tu as raison, répondit Carmen en la regardant avec affection. Nous avons traversé l'enfer, mais nous sommes encore là, ensemble. Sophie posa les yeux sur Lucie, courant et riant au loin. Maman, sans toi et Lucie, je n'y serais jamais arrivé. Elle est comme la fille que je n'ai jamais eue, et quelque part, tout cela nous a rapprochés. Carmen ne répondit pas tout de suite. Les mots de sa fille lui allaient droit au cœur. Ce lien tissé au fil des épreuves avait pris une dimension presque sacrée. Lucie revint en courant, les bras grands ouverts, et se jeta dans ceux de Carmen. « Mamie, tu viens jouer avec nous ?» Son rire cristallin emplit l'air comme une mélodie de guérison. Carmen sourit, les yeux brillants. « Bien sûr, ma chérie. Voyons si je me souviens encore comment on joue au football. »
Elle se leva. Et les suivit sur le terrain, le cœur léger. Le soleil réchauffait sa peau, mais c'était l'amour qui lui tenait lieu d'armure. Sophie les observa, un sourire paisible sur les lèvres. Tu sais maman, je pense qu'on a enfin compris ce qui compte vraiment. Ce n'est pas ce qu'on a perdu. C'est ce qu'on a gardé. L'amour. La famille. Elle rejoignit Lucie et Carmen, et ensemble. Elles firent circuler le ballon entre leurs rires, leurs cris et leurs éclats de joie. Lorsque le soleil se coucha à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose. Les trois femmes prirent le chemin du retour, main dans la main. Nous sommes ensemble dans tout ça, dit Carmen en serrant leurs mains. Et ainsi, pas à pas, elles poursuivirent leur chemin. Une famille recomposée par la douleur, mais soudée par l'amour. Une famille plus forte que jamais. Prête à affronter les promesses et les incertitudes de l'avenir.